C'est un vrai régal que la vue de tous ces oiseaux qui barbotent pourtant dans une eau pas très claire. Aucun train ne circule pour l'instant sur cette section de voie vers Djibouti, réhabilitée par l'Union européenne. Il faut des siècles pour que la végétation reprenne ses droits sur la lave. C'est au cœur du pays Oromo que nous rencontrons notre seul et unique nomade Kereyu, reconnaissable à sa coupe de cheveux. L'ethnie est en lutte perpétuelle avec les Afars pour protéger ses meilleurs pâturages. Souvent noyés dans un nuage de poussière, les rares points d'eau potable de l'aide humanitaire sont des lieux très animés. Proche d'Addis Abeba et capitale des Oromo, Nazareth est un grand centre commercial et agricole au développement rapide. Pas étonnant dans un pays de 80 millions d'habitants, mais qui devrait en compter 93 millions d'ici peu, vu la démographie galopante. C'est Hollywood ou quoi? Oui. On est tellement Hollywood, c'est pas Only chocolate? Only, yes. Chocolat vanille. C'est un riche saoudien qui a financé ce superbe bâtiment de la province d'Oromia. On ne nous parle pas des contreparties. Plus loin, des Allemands, chassés du Zimbabwe, ont développé la culture de roses en serre, créant certes de nombreux emplois, mais contribuant largement à la pollution chimique du lac artificiel voisin, le lac Coca. Outre les roses et même la vigne élevée par le premier négociant français, le groupe Castel, la région est réputée pour la culture des oignons. Au bord du lac Ziwé, c'est l'heure de mener les animaux boire. Pour les marabouts, grands nettoyeurs, c'est la curée sur les entrailles de poisson. D'une profondeur maximale de 4 mètres, c'est le plus étendu des 5 lacs de la vallée supérieure du Rift, avec une surface équivalente au lac Léman. Il y a 10 000 ans, le lac Ziwé formait avec les lacs voisins de Langano et quelques autres une seule étendue d'eau. Le jour décline bien vite derrière les tombes monumentales et à notre arrivée à Hawassa, il fait nuit noire. Dès l'aube, le jardin de l'hôtel bruit du chant des oiseaux et des chamailles des singes colobes. Les plus jeunes sont les plus joueurs.
Sur le lac d'Awassa, les hommes pêchent la nuit poissons, chats et perches de Nil qu'ils vendent sur le marché au petit matin. À l'invitation pressante de ces jeunes filles, nous nous lançons dans un deuxième petit déjeuner dégustation à base de poissons frits, copieusement arrosé de jus de citron vert. J'en mangerai. Les ananas composent un succulent dessert. C'est combien, Abby? Les Sidamas, convertis en grand nombre au protestantisme, aiment décorer leur maison. Aussi des ateliers artisanaux fleurissent-ils le long de la route. En ce jour de Marie, la population de Yirgalem revient des cérémonies religieuses. C'est dans cette région que pendant l'occupation italienne, la fille de Haïlé Sélassié trouva refuge dans une grotte avant de s'enfuir vers le Kenya. Les tokuls en bambou d'Aregach Lodge sont dans le style traditionnel de l'ethnie Sidama. Abondamment consommé dans toute la corne de l'Afrique et au Yémen, le tchat est presque exclusivement cultivé en Éthiopie. Ce paysan est fier de nous dire qu'il fait une récolte par mois de jeunes pousses sur 1 hectare de plantation. Avec en plus 40 à 50 quintaux de café tous les 2 ans, il fait vivre 22 personnes. Le tchat, plante euphorisante et très rentable, tend malheureusement à se substituer au café. À l'heure du soleil couchant, la lumière, superbe, change à chaque instant selon l'exposition. Sur la terre rouge et aride de la région de Yabelo, la végétation clairsemée est dominée par d'immenses termitières qui s'élèvent comme autant de cheminées. La ville est une base de départ pour les visites de sites naturels, mais aussi pour les villages Borana. Le volcan El Soda présente un magnifique cratère de 400 mètres de profondeur dans lequel nous allons descendre, une fois les formalités remplies bien sûr. C'est du fond du cratère que le peuple Borana extrait le sel dont il a besoin. C'est parti pour 55 minutes de descente et 3,8 km sous un soleil qui commence à taper fort. C'est en janvier, au milieu de la saison sèche, que l'activité est la plus intense. L'évaporation entraîne en effet une saturation maximale des boues en sel. Nos forçats du sel ont 25 et 30 ans et 5 enfants à eux deux. Ils travaillent au fond depuis l'âge de 10 ans, 5 jours par semaine et ont la peau brûlée et les yeux rougis. Ils découpent à l'aide de longues perches en bois d'acacia extrêmement lourdes des paquets de vases qu'ils vont remonter à la surface puis ramener sur la berge, à la main ou dans des bassines. Ils collectent cette boue noirâtre à une profondeur qui peut varier de 2 à 5 mètres selon le niveau de l'eau dans le cratère.
Jusqu'à 200 personnes peuvent travailler au fond certains jours. L'essentiel de la récolte est donné tel quel aux animaux, mais une autre, affinée, est destinée à la consommation humaine. En creusant plus profondément, on peut aussi trouver un sel plus blanc, apprécié par les hommes. Ce groupe a terminé son travail harassant. Il vient d'un village situé à 100 km. Ces hommes, qui viennent ici en moyenne 2 fois par mois, vont rentrer chez eux pour y vendre le sel. Chaque âne emporte 50 kg, payé environ 100 birres, soit 5 €. Le temps d'une petite sieste à Yabelo, et nous voilà repartis en exploration chez les Borana. Situé à l'intérieur de l'enceinte du village, ce monument funéraire est dédié à un guerrier vaillant et courageux qui a tué un grand animal ou un ennemi. Le guide local, Borana, nous explique que nous sommes attendus par le numéro 2 du village en l'absence du chef. Alors, pas question de lambiner en chemin. La case circulaire qui fait office de salon-cuisine comprend 2 alvéoles supplémentaires pour les enfants et les parents. Ils vont faire le café. Ils ont un système très démocratique qui s'appelle Gada. Quand il y a des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre dans les villages, entre villageois, entre familles, entre mari et femme, ou bien entre voisins, ou bien entre villages voisins, c'est là où ils vont pour résoudre leurs problèmes. Le mélange lait, beurre, grains de café non moulus qu'il faut croquer et recracher ensuite est délicieux après la bénédiction du numéro 2. La nourriture des Borana est essentiellement à base de maïs, mais ils cultivent aussi le sorgho et le soja. En cette fin de saison sèche, les greniers sont malheureusement presque vides et c'est USAID qui fournit l'aide alimentaire. Jadis, les Borana étaient exclusivement un peuple d'éleveurs, mais depuis quelques années, l'État tente de les initier à l'agriculture. Des associations humanitaires les incitent à faire bouillir l'eau de la rivière avant de la consommer, et USAID a récemment réussi à scolariser quelques petites filles du village. En cas de maladie, on a toujours recours aux chamans.